Bienvenue chez les disciples autoproclamés de M. Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié le 13 mai 2024 sur l'Institut des Libertés. Le lien est dans la description comme d'habitude. Il est intitulé « Abolir les banques centrales est une nécessité absolue ». Cette lecture sera agrémentée de petits commentaires qui me seront personnels et je précise à chaque fois que je lis le texte de M. Gave, c'est inscrit. À chaque fois que ce sont mes commentaires et mes délires, c'est également inscrit. Débutons sans plus attendre. Bonne écoute. La plus vieille banque centrale du monde, la Riksbank, fut créée en 1668 en Suède. La Banque d'Angleterre suivit en 1694. La Banque de France vit le jour en 1800, tandis que la plus puissante des banques centrales aujourd'hui, la Réserve fédérale aux USA, fut portée sur les fonds baptismaux à la fin de 1913. La thèse que je vais défendre dans ce papier est que les banques centrales de nos pays n'ont fait que des dégâts depuis un siècle, ne servent plus à rien et devraient donc être fermées. Pour expliquer cette position, il me faut d'abord expliquer pourquoi elles ont été créées. Revenons en arrière, au début du capitalisme, et donc à mon schéma de base où coexistent trois acteurs, voire des lions menés par des ânes pour plus de détails. Premier acteur, le rentier, qui ne veut pas perdre d'argent et qui dépose cet argent à la banque. Deuxième acteur, le banquier, qui reçoit ses dépôts et garantit leur remboursement en mettant en face son capital, investi en or. Troisième acteur, l'entrepreneur, qui a toujours besoin d'argent et dont tout le monde sait qu'il peut tout perdre. Comme chacun peut le comprendre, le rôle du banquier est d'intermédier le risque de la faillite de l'entrepreneur entre le rentier et l'entrepreneur. Le banquier devra donc prêter à 6% à l'entrepreneur tout en versant 2% au rentier, la différence de 4% servant à faire tourner sa boutique et à couvrir les pertes des entrepreneurs qui ne pourraient pas le rembourser. Cela, chacun peut le comprendre. Mais ce coquin de banquier a une autre flèche dans son carquois. Assez rapidement, il se rend compte que tous les déposants n'ont pas besoin de leur argent en même temps et que seulement 10% d'entre eux réclament du cash à tout moment. Et donc, le banquier va se transformer en vil spéculateur. Il va accorder 10 fois plus de prêts qu'il a de dépôts. En fait, il se met à créer de la monnaie. Ce qui amène à ce qu'il est convenu d'appeler le cycle du crédit. Premier petit commentaire, là nous parlons donc des banques commerciales. Pour ceux qui ne le savaient pas, lorsqu'une banque commerciale octroie un prêt, elle crée l'argent. C'est un grand pouvoir qu'elle a et c'est ce qu'on appelle, c'est ça la monnaie dette. Et cette monnaie dette repose sur la promesse de l'emprunteur de rembourser. Vous savez que j'aime bien toujours parler de temps et d'énergie car l'outil monétaire représente le temps et l'énergie des hommes. Et donc lorsqu'une banque commerciale crée la monnaie à la suite d'un prêt, cette monnaie qu'elle crée représente une dépense de temps et d'énergie des hommes du futur. L'entrepreneur devra donc travailler pour rembourser la banque plus payer les intérêts. Lorsque ce remboursement se fait, la banque détruit l'argent qu'elle a créé pour ce prêt-là. La création monétaire des banques centrales est différente car elle ne repose malheureusement plus que sur la confiance, que sur une écriture comptable dans leur livre de compte. Et le sous-jacent également de la monnaie qu'elle crée est différent, dans le sens où ça reste toujours une représentation du temps et de l'énergie des hommes, mais cette fois-ci du passé. Car initialement, ces banques centrales étaient limitées par l'or, par le standard or, et l'outil monétaire or, je vous le rappelle, l'or qui n'est qu'un caillou jaune inoxydable, malgré tout, cet outil a été choisi et représente une dépense de temps et d'énergie des hommes dans le passé. Tout le temps qu'il a fallu pour creuser les mines, aller chercher l'or, le transformer, en lingots notamment, puis le stocker. En plus de pouvoir faire de beaux bijoux et d'être un peu utilisé dans l'industrie électronique notamment, plus de 90% de toute l'or que l'humanité possède est d'abord utilisé pour son aspect monétaire, car il représente parfaitement une dépense de temps et d'énergie des hommes du passé, et il transporte cette dépense dans le temps, car il est inoxydable, c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est un outil adapté, et surtout rappelez-vous que la monnaie est un outil conventionnel, et la convention de l'or est encore mondiale. Vous pouvez vous balader partout avec vos pièces ou vos lingots, ils seront acceptés partout. Deuxième point qui aidera à comprendre la suite de l'article, les banques commerciales peuvent donc créer de la monnaie lorsqu'elles octroient des prêts, elles sont limitées par leurs fonds propres. Plus elles ont de fonds propres, plus elles peuvent prêter avec un effet de levier. Si elles ont 10 en fonds propres, elles vont pouvoir prêter par exemple 100. Et parmi les fonds propres, il y a nos dépôts. Car lorsque nous laissons notre argent sur un compte courant par exemple dans une banque, en fait nous le prêtons à la banque. Et au niveau comptable, elle considère donc que votre argent est en fait le sien. Oui, vu que vous lui avez prêté.
Donc si vous bénéficiez de l'argent d'un prêt et que vous le déposez soit dans votre banque, soit dans une autre, ça va faire augmenter les fonds propres de votre banque ou de l'autre banque qui pourra donc prêter plus. Je reprends le texte qui mentionne exactement ça. Car cette monnaie, nouvellement créée, se transforme en dépôt chez lui ou chez ses concurrents, ce qui permet au taux d'intérêt de baisser et donc à plus d'entrepreneurs d'emprunter, ce qui crée plus de dépôts et ainsi de suite. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais à chaque cycle arrive un moment où des affaires font faillite, ce qui amène à une baisse des fonds propres du banquier qui demande aux autres entrepreneurs de le rembourser, ce qu'ils ne peuvent pas tous faire, ce qui amène à de nouvelles faillites. La masse monétaire se met à baisser, les taux réels montent brutalement, ce qui entraîne de nouveaux dépôts de bilan, les banques elles-mêmes commencent à sauter comme des bouchons, les épargnants retirent leur argent de la banque, des affaires parfaitement saines disparaissent brutalement, et une déflation-dépression se met en place, qui d'habitude dure une dizaine d'années. Et c'est à cause de ce cycle du crédit que les banques centrales ont été créées pour remplir deux rôles. Premier rôle, vérifier que les fonds propres des banques sont au minimum à 10% des prêts consentis en escomptant à tout moment. Deuxième rôle, en cas de crise de liquidité, fournir des liquidités aux banques commerciales en escomptant les créances qu'elles détiennent sur les entrepreneurs, ce qui permet aux banques de ne pas sauter pendant les paniques bancaires. Les banques centrales ont donc deux fonctions, surveiller les banques commerciales et fournir de la liquidité en cas de crise. Leur pouvoir alors dépendait absolument du stock d'or qu'elles détiennent, puisque c'est ce stock d'or qu'elles prêteront aux banques commerciales en cas de besoin. Si ce stock d'or est insuffisant, pour faire face à la crise de liquidité, alors elles devront emprunter de l'or auprès d'autres banques centrales, et c'est ce que fit, une ou deux fois, la Banque d'Angleterre en empruntant de l'or à la Banque de France à la fin du XIXe siècle. Le plus souvent, ces banques centrales étaient de droit privé et n'avaient rien à voir avec l'État. La Banque centrale était donc à la fois un outil d'audit et une mutuelle d'assurance. Deuxième petit commentaire, vous comprenez donc que les banques centrales s'échangeaient de l'or, elles fonctionnaient sur le système or. C'est pourquoi je catégorise les deux types de création monétaire dans le système fiat. La création monétaire des banques commerciales, que j'appelle la monnaie dette, qui représente une dépense de temps et d'énergie des hommes du futur, et la création monétaire des banques centrales, que j'ai appelée la monnaie originelle, et qui représente une dépense de temps et d'énergie des hommes du passé. Notre problème actuel vient que la création monétaire des banques centrales, donc de créer de la monnaie originelle, a été décorrélée d'une dépense de temps et d'énergie du passé. Depuis plus de 50 ans, et depuis que nous sommes sortis du standard or, les banques centrales peuvent créer autant de monnaie qu'elles le souhaitent, et c'est ce qui est en train de conduire à la destruction, à la perte de confiance du système fiat. Arrive le XXe siècle, le siècle des totalitarismes, des guerres mondiales et du social clientélisme. Les besoins financiers des États explosent, et bien entendu, le contrôle de la monnaie, et donc des banques commerciales et des banques centrales passent à l'État. Et ce qui devait arriver, arriva. La monnaie n'est plus créée pour financer des investissements, mais pour servir les besoins de l'État, et ces prêts ne sont jamais remboursés à la différence des prêts au secteur privé. La masse monétaire explose à la hausse, et la hausse des prix suit. Bientôt, il faut couper le lien entre la valeur de la monnaie et l'or. Les monnaies deviennent des monnaies fiat, n'ayant de valeur que les unes par rapport aux autres. Le cours de l'or, quant à lui, passe au travers du toit. Et c'est là que rentrent en jeu les lois dites de Sowell. La première loi, entre parenthèses de l'économie, est qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. La deuxième loi, entre parenthèses de la politique, est de ne pas tenir compte de la première loi de l'économie. Et comme augmenter les impôts est impossible si le politicien cherche à se faire réélire, il lui faut promettre l'impossible pour être élu, et la solution est de fabriquer de la monnaie à la place de créer de la valeur, en créant de la dette qui sera achetée par la Banque centrale. La hausse de la dette permettant de financer toutes les dérives dues aux guerres et au social clientélisme. Et du coup, les monnaies fiat, qui devraient avoir trois fonctions, moyen d'échange, étalon de valeur et réserve de valeur, perdent d'abord leur fonction de réserve de valeur, avant de perdre la deuxième fonction, celle d'étalon de valeur. Et cela se termine en général avec le refus d'utiliser la monnaie dans les transactions, c'est-à-dire la perte de la troisième fonction. C'est ce que s'attache à montrer le graphique ci-dessous. Imaginons que mon grand-père ait mis dans son coffre, il y a 110 ans, 100 $ en billets de banque et la contre-valeur de 100 $ en pièces d'or. Si je déflate la valeur des deux aujourd'hui par l'indice des prix de détail américain, mes 100 $ en billets ont aujourd'hui un pouvoir d'achat de 3,2 $, tandis que mes pièces d'or valent 345,6 $, toujours en pouvoir d'achat. Le billet a perdu 99% de sa valeur par rapport aux pièces.
Et cela s'est passé lentement et par étapes. Première étape, 1934, interdiction aux Américains d'acheter de l'or et dévaluation du dollar par Roosevelt, ce qui était une décision doublement imbécile, puisqu'elle réduisait la liberté économique de chaque Américain et que les USA avaient une balance commerciale massivement excédentaire. Dévaluer, c'était donc envoyer tous les autres pays en dépression, ce qui eut lieu, bien entendu. La guerre suivit. Deuxième étape, 1972. Nixon casse le lien entre le dollar et l'or. Le dollar commence à s'effondrer contre l'or. Troisième étape, 1978-2007. Bref répit avec Volcker et Greenspan qui remettent des taux réels positifs sur le dollar qui remontent très fort contre l'or. Quatrième étape, la Bundesbank, qui était un peu la statue du commandeur dans l'ordre monétaire mondial, perd tout pouvoir avec l'euro et Draghi finit de détruire la fonction de réserve de l'euro en mettant des taux négatifs, ce qui arrange bien les banques d'affaires américaines et qui permet à l'État US et aux États européens de se livrer à une vraie orgie d'endettement. Conclusion. L'or, c'est de la monnaie. Tout le reste, c'est du crédit, disait John Pierpont Morgan. Si je fais l'hypothèse que l'or ne change pas de valeur et qu'un gramme d'or vaut toujours un gramme d'or, alors cela veut dire que depuis la création de la Fed en novembre 1913, le dollar en tant que réserve de valeur a perdu 99% par rapport à l'or. Ce n'est donc plus une réserve de valeur crédible. Voilà qui entraîne à terme la disparition de la deuxième fonction. Déjà, les pays exportateurs de pétrole demandent à être payés en autre chose que du dollar. Cela veut dire que le dollar cesse également d'être un étalon de valeur. L'étape finale est bien entendu que le dollar cesse d'être un moyen d'échange, ce qui se traduira par une fuite devant la monnaie et une hyperinflation galopante. Que faire ? À mon avis, le plus simple est de fusionner les banques centrales avec les ministères des Finances pour en finir une fois pour toutes avec la fiction de l'indépendance des banques centrales et de bannir dans la foulée tout déficit budgétaire par des lois constitutionnelles, tout en interdisant aux banques commerciales d'acheter des obligations d'État. Je ne sais pas si cela marcherait, mais je sais que les banquiers centraux ont fait des dégâts monstrueux depuis un siècle et que voir se pavaner ces incompétents ne peut que créer de la colère chez les populations. Le message des 100 dernières années est très clair. La monnaie est une chose trop sérieuse pour en laisser le contrôle à des banquiers centraux. Il nous va falloir trouver une autre solution. Les essais par les BRICS de créer une monnaie alternative et l'émergence du Bitcoin sont la preuve que de nouvelles forces sont en train d'entrer en jeu. Le combat sera long, mais l'issue en est certaine, puisque la liberté l'emporte toujours sur la contrainte. En attendant, n'ayez rien dans vos portefeuilles qui dépendent de la garantie d'un État de l'OCDE. Rien. Fin de ce nouvel article de M. Charles Gave. Je finirai sur un dernier commentaire au sujet de Bitcoin. Bitcoin a pour vocation de concurrencer les monnaies originelles. Dans son mécanisme de fonctionnement, dans le fameux minage, il est demandé à des humains, aujourd'hui c'est une industrie, de dépenser leur temps et leur énergie pour faire fonctionner le réseau. Et donc le support digital, la pièce digitale de Bitcoin, a pour sous-jacent une dépense de temps et d'énergie des hommes. En plus d'être un système de paiement international, en plus d'être décentralisé, en plus de tout un tas de qualités qui le rendent attractif et qui participent au fait que l'adoption grandit année après année. C'est une des façons les plus simples de voir Bitcoin. C'est une évolution technologique du support digital de nos monnaies originelles, dont le support physique de référence reste l'or pour probablement encore plusieurs milliers d'années. Merci d'avoir écouté jusque-là. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.